Il m'a fallu très longtemps pour être enfin capable de parler de ce qui s'est passé. Ce n'est pas une belle histoire. Ma mère a été assassinée par ma sœur. Les violences domestiques ne concernent pas uniquement les couples. Et je tiens à ce que les gens sachent que parfois, c'est votre propre enfant qui peut vous faire du mal. On a eu les mêmes parents, la même éducation. Moi, je suis devenue quelqu'un de bien. Mais dès la naissance, quelque chose n'allait pas chez Paige. Il y avait quelque chose de pourri en elle. Ça s'est développé et ça n'a fait qu'empirer. Je pense que Paige Conley est née avec le mal en elle et qu'elle mourra de la même manière. Ma grand-mère était une des personnes que je préférais sur Terre. Et quand je l'ai perdue, à cause de Paige, j'ai perdu une part de mon enfance. Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire le mal qui habite Paige. Et je suis convaincue qu'une place de choix l'attend en enfer. C'est une photo de moi, ma mère et Paige. Paige est ma petite sœur. Elle a environ 7 ans et demi de moins que moi. Ma mère s'appelait Carleen Conley. C'était une femme aimante et chaleureuse. Elle aimait tout le monde. Maintenant, je sais que Paige se montrait déjà violente envers elle à cette époque. On peut voir qu'elle la tient très serrée par l'épaule. Sa main ressemble presque à une griffe. Paige s'accroche désespérément à elle, comme si elle voulait l'empêcher de lui échapper. Comme si elle considérait qu'elle lui appartenait. Paige porte son uniforme d'école privée, alors je dirais qu'elle doit avoir environ 15 ans. Nous vivions à l'est de Cincinnati. Mon père était cadre dans une grande entreprise. Il travaillait du matin au soir, 6 jours par semaine. Ma mère et lui avaient des problèmes. Et je pense que ma sœur cherchait à attirer l'attention. Que ce soit pour des raisons positives ou négatives, c'est ce qu'elle voulait. Elle n'est allée dans cette école que quelques mois avant de se faire renvoyer parce qu'elle se comportait mal et qu'elle séchait les cours. C'est là que mon père a décidé de l'envoyer en pension. Mais une fois encore, Paige a réussi à se faire envoyer très rapidement. La pension dans laquelle elle avait été inscrite était religieuse. Et Paige a été surprise en train de fumer de l'herbe et de se tirer les cartes avec une camarade. Évidemment, les responsables de l'école ont considéré que c'était l'œuvre du diable. Mes parents étaient furieux qu'elle se soit à nouveau fait renvoyer. Pendant longtemps, j'ai cru que Paige agissait comme ça en réaction au divorce de nos parents. Mais avec le recul, je me rends compte que ça allait bien au-delà de ça. Ce que l'on considère sans grande importance, ni très inquiétant, peut en réalité s'avérer être très mauvais signe pour l'avenir.
Pour moi, cette photo marque le début de la vraie délinquance chez Paige. Plus elle a vieilli, plus elle s'est transformée en monstre. Elle est devenue problématique avec un grand P. C'est une photo de Paige pendant sa grande aventure. Avec des amis, elle avait décidé d'aller au lac Tahoe. Ils sont entrés chez mon père par effraction. Ils ont volé sa chaîne IFI et quelques autres objets, dont toutes ses bouteilles d'alcool. Et ils ont pris la route en empruntant sa voiture. Contre l'avis de ma mère, mon père en a déclaré le vol auprès de la police. Paige et ses amis sont allés jusque dans le Colorado avant d'être arrêtés. Ma sœur a passé le week-end en cellule. Mon père l'a rejointe en avion et il était là lorsqu'elle est passée devant le juge qui lui a sévèrement remonté les bretelles. Mais elle était encore mineure. Le tribunal ne pouvait pas faire grand-chose. Je pense qu'il espérait que ça lui servirait de leçon. Mais elle se sentait dans son bon droit. Et ma mère la considérait comme une sorte de fan blessé qui nécessitait d'être choyée en permanence. Quand je vois à quel point Paige a l'air d'être heureuse sur cette photo, tout en sachant le mal qu'elle fait autour d'elle, je pourrais la frapper. Ma mère a tout fait pour que j'aie une relation avec ma tante. Elle lui a toujours donné une nouvelle chance de se racheter. Malgré tout ce qui était déjà arrivé, elle l'aimait. Et elle voulait que je noue des liens avec elle. Je me souviens d'un de mes anniversaires. Ma grand-mère avait préparé un de mes plats préférés. Et Paige a fini par se montrer jalouse de toute l'attention que je recevais ce jour-là. On était à table quand Paige s'est levée pour aller aux toilettes. On l'a clairement tous entendu se forcer à vomir. Quand elle est sortie des toilettes, elle a dit à ma grand-mère qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle devait s'en aller immédiatement. Maintenant, on était en plein repas. On n'avait pas terminé. On n'avait même pas encore mangé le gâteau. Mais ma grand-mère s'est levée. Elle savait qu'elle devait partir car quand Paige décidait de quelque chose, c'était irrévocable. Elle a fait la même chose lors d'autres anniversaires, dans celui de mon père. Et je sais que ma grand-mère souffrait de rater tous ces moments avec nous à cause de Paige. Tout devait toujours tourner autour d'elle. Si ce n'était pas le cas, c'était un vrai problème. J'avais beau être petite, je savais qu'elle se comportait de manière manipulatrice. Quelque chose ne tournait pas rond chez elle. Paige n'appréciait pas de ne pas être le centre d'attention de ma mère. Pendant les années qui ont suivi, Paige a continué de causer une multitude de soucis dans sa vie. J'ai eu l'impression de voir ma mère vieillir en accéléré. Je ne m'en suis pas aperçue, mais c'est environ à ce moment-là que Paige a commencé à la frapper. Je me rappelle avoir dit à ma mère que Paige était en train de la tuer à petit feu. Mais elle ne voyait pas la vie autrement. C'était sa fille, et selon elle, elle devait s'en occuper malgré tout. Et moi, je ne pensais pas qu'un jour, elle finirait par la tuer littéralement. Un jour, quand j'avais environ 9 ans, ma grand-mère m'avait promis mon dîner préféré.
C'était le genre de choses qu'elle faisait. On est allé faire les courses ensemble. J'adorais l'accompagner et l'aider à pousser le chariot. Puis Paige a téléphoné à ma grand-mère en lui disant qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle s'était blessée. Il fallait que ma grand-mère revienne tout de suite pour l'aider. Elle a tout laissé au milieu du magasin et on est rentré. Paige a probablement appelé 3 fois pendant le quart d'heure qu'a duré notre trajet jusqu'à la maison. Je l'ai trouvée debout dans la cuisine. Je me suis dit que si elle était debout, elle ne s'était pas cassé la jambe et elle ne devait pas s'être tant fait mal que ça. T'en as mis du temps. On est rentré aussi vite que possible. Paige lui a montré où elle avait mal. Fais voir. Ma grand-mère a dit que ça n'avait pas l'air très grave. On va mettre du froid dessus. Paige n'a pas apprécié sa réponse. Et ma grand-mère est passée à autre chose. Ma tante semblait frustrée que sa mère ne soit pas plus affectée que ça par sa blessure. Il n'y avait aucune raison de nous faire revenir en catastrophe du magasin pour ça. On pensait qu'elle s'était cassé la jambe ou qu'elle s'était gravement blessée, alors qu'elle n'avait que quelques bleus. Je pense sincèrement que Paige s'était jetée volontairement dans les escaliers pour que ma grand-mère revienne s'occuper d'elle. Elle était à ce point jalouse du temps que je passais seule avec elle. Elle ne supportait pas qu'elle accorde de l'attention à quelqu'un d'autre. Elle était à la limite de la folie. Elle se faisait du mal intentionnellement pour attirer l'attention des gens. Un été, ma mère a embauché Paige pour nous garder, mon petit frère et moi. Paige était toujours volontaire pour jouer avec nous, pour nous emmener en balade ou au parc. Non, mais t'es pas par terre. Mais j'arrive! On se disait qu'on allait passer un super été. Et au début, c'était le cas. Mais ensuite, Paige a commencé à nous punir. Et elle s'est mise à nous donner des fessées, Qu'est-ce que j'ai dit? à nous crier dessus. Tu crois que je rigolais? Ma tante pouvait être géniale. Nous emmener au parc et nous offrir des glaces avant de changer en un instant et de se mettre à nous frapper et nous punir. Quand mon frère était dans sa ligne de mire, je devais rester et regarder Paige le punir. Je me sentais vraiment mal à vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quand ma mère venait nous récupérer, elle remarquait qu'on n'avait parfois pas l'air bien, qu'on était particulièrement calme et qu'on ne lui racontait pas la super journée qu'on venait de passer. Salut, vous avez passé une bonne journée? À ce moment-là, je n'en savais pas encore assez sur le comportement de ma sœur. Je n'avais pas encore assez d'éléments pour ne pas lui confier mes enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'eux me dise que Paige les frappait. Je me souviens d'être allée lui en parler. Je lui ai dit que je n'acceptais pas qu'elle fasse ça, que ce n'était pas son rôle et qu'elle n'avait pas le droit de lever la main sur eux. Ça l'a mise très en colère. Mais je lui ai dit que ça ne me satisfaisait pas et qu'elle ne garderait plus mes enfants. Pardon? Ses yeux se sont rétrécis. Son regard est devenu dur et elle a serré les poings. Elle m'a regardée avec un regard très intense, comme si elle avait envie de se venger sur moi. Puis, elle est partie en claquant la porte. À partir de ce moment-là, je n'ai plus laissé mes enfants seuls avec Paige. Je ne savais pas de quoi elle était capable. Et je n'avais aucune envie de le découvrir. Si ma mère était là, mes enfants pouvaient passer du temps avec elle, parce que je savais que ma mère ferait tout pour les protéger.
Chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, Paige était là pour gâcher mon séjour. Elle était très insomniaque. Elle pouvait rester quasiment sans dormir pendant des jours et des jours. Elle me faisait jouer à un jeu consistant à rester réveillée le plus longtemps possible. On était assis sur le canapé, devant la télé, et je pouvais sentir mes paupières s'alourdir et se fermer alors que Paige m'observait. Elle me regardait de manière mauvaise, comme si elle m'en voulait. Elle finissait par taper de la main sur le canapé ou sur un coussin pour me réveiller en sursaut. Et ça marchait. Ça me faisait assez peur pour me tenir éveillée quelques minutes de plus, jusqu'à ce que le sommeil reprenne le dessus. Un soir, Paige s'est mise particulièrement en colère contre moi parce que je n'arrivais plus à lutter. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma grand-mère m'a emmenée me coucher et elle m'a bordée. C'est là que Paige est montée aussi. Elle voulait m'empêcher de passer du temps avec elle et elle est vite devenue agressive. Hey, attends! Paige essayait de forcer la porte, alors ma grand-mère l'a verrouillée. Paige s'est mise à tambouriner dessus, de plus en plus en colère. Tout va bien, viens dans mes bras. Paige me criait de sortir de la chambre, qu'elle voulait juste passer du temps avec moi. Puis elle s'est mise à hurler en disant que je ne l'aimais plus et que je ne voulais plus la voir. Alors quoi? Tu m'aimes plus, Taylor? Viens me le dire en face! Elle a commencé à essayer de casser la porte, juste pour m'atteindre. J'étais terrifiée. Je pleurais. Ouvrez cette porte! Ma grand-mère me répétait que tout allait bien se passer, qu'il n'allait rien m'arriver et qu'elle ne la laisserait pas me faire du mal. Elle est restée avec moi en me serrant dans ses bras. Quand Paige a arrêté de tambouriner et d'essayer de défoncer la porte, une espèce de silence inquiétant s'est installé. J'étais persuadée qu'elle se préparait à faire quelque chose de bien pire. Puis j'ai fini par m'endormir dans les bras de ma grand-mère. Ma grand-mère avait très peur de Paige, et j'étais très perturbée par les deux aspects de sa personnalité, un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est comme si parfois, elle avait une sorte de déclic, et que je ne savais pas qui elle était. Quand elle s'y mettait, on ne savait jamais ce qu'elle allait être capable de faire. Un de mes plus vifs souvenirs de Paige, c'est la fois où elle m'a emmenée avec elle adopter un chien à la SPA. De retour à la maison, j'ai compris tout de suite que ma grand-mère n'était pas au courant de ce projet. Elle a commencé à s'énerver contre Paige, à lui dire qu'elle devait aller rendre le chien, car elle n'avait aucune des affaires nécessaires pour en prendre soin. Ma grand-mère m'a demandé de l'emmener dehors pour qu'il fasse ses besoins, le temps qu'elle se mette d'accord. Quand je suis revenue dans la maison, j'ai vu que Paige était en train de plaquer ma grand-mère contre les placards de la cuisine. Elle tenait un bol en porcelaine au-dessus de sa tête, prête à frapper ma grand-mère avec. Quand elle m'a vue, elle a tout de suite lâché le bol. Ma grand-mère a essayé de me donner son téléphone pour que j'appelle la police. Et Paige a réussi à l'attraper et elle l'a jeté à l'autre bout de la pièce. La seule chose dont j'étais sûre, c'est que ma grand-mère avait peur. Et qu'alors il fallait que j'aie peur aussi. Je me suis enfuie et je suis allée m'enfermer dans la voiture de Paige, dans le garage. En regardant dans le porte-gobelet, j'ai vu que Paige y avait laissé son téléphone. Alors j'ai appelé ma mère, je lui ai raconté ce qui se passait et je lui ai demandé d'appeler la police. Paige s'en prend à mamie. Elle l'a plaquée contre le mur et elle la frappe.
Ma mère a essayé de me rassurer et elle m'a dit qu'elle serait là avant l'arrivée de la police. Elle m'a demandé de retourner dans la maison pour voir si ma grand-mère allait bien. Quand elle m'a vue, Paige m'a attrapée par le bras et m'a forcée à m'asseoir sur le canapé. Elle s'est assise sur une chaise en face de moi et elle s'est mise à me fixer. Elle avait un regard sauvage. On aurait presque dit un animal. Ma grand-mère a demandé à Paige de me laisser tranquille. Elle lui disait qu'elle me faisait peur et qu'il fallait qu'elle me laisse partir. Paige, ne fais pas de bêtises, arrête. Paige me regardait avec ses yeux vides et elle m'a demandé si ça y était, si j'avais enfin peur d'elle. J'avais vraiment peur que Paige me fasse du mal, voire qu'elle me tue. Et là, j'ai entendu la voix de ma mère. Taylor, où es-tu? Paige menaçait ma fille. Je ne sais pas de quoi j'aurais été capable si la police n'avait pas frappé à la porte au même instant. Ça a mis un stop à toute la scène. Ma fille a couru dans mes bras. Paige avait l'air en colère. Et je me rappelle qu'elle est allée s'enfermer au sous-sol. Ma mère a refusé de porter plainte. Les policiers sont repartis. Ma mère avait l'air épuisée. Elle soupirait, la tête basse, et elle m'a dit qu'il valait mieux que je ramène Taylor à la maison. Paige était plus que perturbée et en quête d'attention. Elle représentait un vrai danger qui nous menaçait tous. J'étais inquiète de ce qui pouvait se passer ensuite. Un dimanche soir, ma mère m'a appelée. Elle était en larmes au téléphone. Paige s'en prenait à elle. Elle n'arrêtait pas de la frapper. Mon mari a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Et j'ai dit à ma mère qu'on arrivait tout de suite. Mon mari et moi, nous nous sommes précipités chez elle. On a découvert Paige qui tournait en rond, qui faisait les 100 pas, les yeux exorbités, en se parlant à elle-même. Elle avait l'air complètement folle. Elle n'arrêtait pas de frapper le plan de travail avec un couteau. Elle tapait, elle tapait, elle tapait. Encore et encore. Et elle laissait d'énormes entailles. Paige, c'est moi. Mon mari lui a demandé de poser le couteau pour qu'ils discutent. C'est là qu'elle s'est rendue compte de notre présence et de notre intervention. Mon mari lui a pris le couteau des mains et a essayé de l'emmener s'asseoir pour la calmer. J'ai couru à l'étage pour m'assurer que ma mère allait bien. Elle était assise dans le petit fauteuil à côté de son lit, prostrée. Elle avait l'air terrifiée. Elle m'a dit que Paige s'était mise à la frapper et à la menacer avec le couteau. Elle était montée se réfugier à l'étage, s'était enfermée dans sa chambre, mais Paige avait essayé d'enfoncer la porte. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver si ma mère n'avait pas réussi à mettre cette porte entre elle et Paige pour me téléphoner. Maman! Ouvre! Ma mère vivait dans la peur, dans sa propre maison. Je lui ai dit qu'il fallait que Paige s'en aille, qu'elle était en danger. Il faut que Paige quitte la maison.
Elle m'a dit qu'on pouvait rentrer chez nous et qu'elle était désolée de nous avoir dérangés. Ce sont ses propres mots. « Pardon de vous avoir dérangés ». Je lui ai répondu qu'il n'était pas normal de se faire agresser dans sa propre maison. Elle a refusé que j'appelle la police et que je l'emmène à l'hôpital. J'avais l'impression d'être pieds et poings liés. C'était horrible. C'est une photo du plan de travail que Paige a martelé le soir où ma mère m'a appelée pour me dire que Paige la frappait. J'ai été choquée de voir ce qu'elle avait fait à ce meuble. Et si ça n'avait pas été un meuble, quelle était la prochaine étape? Cette photo symbolise toute la colère, la haine et la rage de Paige. Tout le mal qui bouillonnait en elle. C'était un aperçu effrayant de la suite à venir. Un samedi après-midi, ma mère m'a appelée en pleurs et elle m'a demandé de venir. Elle avait aussi appelé la police. À mon arrivée, les policiers étaient déjà là. Ma mère avait des bleus et des marques sur le visage. Oh, c'est pas vrai, maman. Elle avait un énorme hématome sur le bras. Contre le mur, j'ai vu un balai avec un manche en métal. Elle nous a dit que Paige l'avait frappé avec. Je lui ai demandé si elle voulait porter plainte. Elle a répondu que non, elle ne porterait pas plainte contre sa fille. Qu'elle allait bien, que ce n'était que quelques bleus. Pendant ce temps, des ambulanciers sont arrivés pour emmener Paige à l'hôpital. Elle se comportait comme une folle. Il n'y a pas d'autre mot. Elle se débattait dans tous les sens. Elle essayait de leur échapper. Elle secouait la tête. Elle insultait tout le monde. Complètement hors d'elle. Ils nous ont dit qu'ils allaient garder Paige en observation psychiatrique pendant 24 heures. On était soulagés de se dire qu'on allait pouvoir passer toute une journée sans Paige. Je comptais tout faire pour convaincre ma mère de ne pas laisser Paige revenir chez elle. Je lui ai dit qu'elle devait la mettre à la porte. Autrement, elle allait continuer à lui faire du mal et ça ne s'arrêterait jamais. Paige avait une petite trentaine d'années au moment de ces événements. Et ça me rendait folle de voir tout ce qu'elle se permettait de faire sans avoir à en affronter les conséquences. C'était une femme adulte qui aurait dû avoir son propre appartement, un métier et sa propre vie. Mais ma mère pensait que Paige avait besoin d'elle plus que toute autre chose. Et Paige en a profité. Allô? Puis on a reçu un appel de Paige qui demandait qu'on vienne la chercher. J'ai été très surprise. Je croyais qu'il devait la garder 24 heures. Mais finalement, il l'avait laissée sortir. Je lui ai dit qu'on n'irait pas la chercher, qu'elle n'était pas la bienvenue chez notre mère. Ensuite, j'ai appelé mon mari pour qu'il m'apporte quelques affaires, dont mon pistolet. Si les choses devaient dégénérer, j'étais rassurée de l'avoir avec moi. En désespoir de cause, Paige a appelé notre père et lui a demandé de l'argent pour se payer une chambre d'hôtel. C'est là qu'elle a passé la nuit. Mais j'avais peur qu'elle essaye de revenir chez notre mère. Pour la protéger, j'aurais tiré sur Paige sans hésiter une seconde.
Ma mère a cédé et elle a laissé Paige revenir. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que Paige était sa fille et qu'elle devait prendre soin d'elle. Elles entretenaient une codépendance malsaine. Elles vivaient dans une sorte de cercle vicieux qui ne s'arrêtait jamais. On ne pouvait pas empêcher ma mère de prendre soin de Paige. Son amour et sa dévotion étaient ses plus grands défauts. Et Paige s'est avérée plus dangereuse et déséquilibrée que jamais. Plus ça allait, plus ses agressions devenaient fréquentes et violentes. L'anniversaire de mon fils et celui de Paige tombent à un jour d'écart. On a toujours combiné les deux pour faire une grande fête d'anniversaire. On était chez moi et avec ma mère, on discutait en préparant la soirée. Le leasing de sa voiture arrivait bientôt à terme. Alors je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire. Et sa réponse m'a beaucoup surprise. Tu y as réfléchi ? À la voiture? Elle m'a regardée et elle m'a dit « Je n'aurai bientôt plus besoin de la voiture. Mais il te faut une voiture. » Je lui ai demandé de s'expliquer, mais elle a redit qu'elle n'en aurait plus besoin. C'était très étrange, mais j'ai décidé de ne pas insister et de passer à autre chose. Il se fait tard. On a discuté encore un peu, puis ma mère a décidé de rentrer chez elle. Elle a embrassé tout le monde. Taylor, viens faire un câlin à mamie. J'ai trouvé que ma grand-mère insistait particulièrement pour que tout le monde lui fasse un câlin et l'embrasse avant qu'elle parte. Avec le recul, je me dis qu'elle savait que quelque chose allait lui arriver ce soir-là. C'était très étrange. C'est comme si elle nous disait au revoir, adieu même. Le lendemain, j'ai été réveillée par Taylor qui me secouait en me disant de me lever. La police était là. Il fallait que je descende leur ouvrir. Une fois à la porte, j'ai trouvé un agent de police qui m'a dit qu'il avait quelque chose à m'annoncer. Je me rappelle lui avoir demandé « Qu'est-ce que Paige a encore fait ?» Mais au fond de moi, je savais que ça y était. Paige avait tué notre mère. Aussi doucement que possible dans ce genre de cas, le policier m'a dit que ma mère nous avait quittés et que ma sœur avait été arrêtée. Je me revois en train de pleurer avec Taylor. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire, quoi penser ou quoi ressentir. Ça me rendait juste malade. Ma sœur aurait ouvert aux policiers et leur aurait dit qu'elle faisait la sieste au sous-sol et que lorsqu'elle était remontée, elle aurait trouvé notre mère par terre, sa bouche, son t-shirt, ses bras, ses jambes, elle était recouverte de sang. Personne n'explique comment quelqu'un qui faisait la sieste aurait pu se retrouver à ce point maculé de sang. Ensuite, elle a changé sa version des faits et elle a dit que des dealers avaient dû s'introduire dans la maison et faire du mal à notre mère, à défaut de la trouver elle. Il y a des gens qui me cherchent. Quels gens? Des anciens dealers. Des anciens dealers?
Pourquoi? Vous leur devez de l'argent? Oui. Je ne sais pas comment ces pauvres policiers ont pu supporter de l'écouter inventer ces histoires toutes plus ridicules les unes que les autres. Quand l'histoire des dealers n'a pas marché, elle a dit que quelques jeunes filles avaient demandé des bonbons pour Halloween. Mais on était en mars, c'était impossible. J'ai ouvert la porte et il y avait 4 ou 5 fillettes d'environ 10-12 ans qui m'ont dit « Hé, des bonbons ou un sort !» Et tout ça, j'ai pas bien compris. J'ai dit « Quoi ?» Je ne crois pas que quiconque ait cru un mot de ce qu'elle racontait. Dites-moi la vérité. C'est vous qui avez fait ça à votre mère? Non. D'accord. Je ne cherche pas à vous faire du mal. Je ne veux pas être méchant. Je sais, et je sais aussi que je dois avoir l'air coupable. Votre histoire ne tient pas debout. Elle ment éhontément. L'avez-vous fait? Non. Ça me donne envie de l'étrangler. Voilà. C'est elle, la Paige que je connais. C'est une photo de Paige, prise juste après avoir tué ma mère. Elle me donne la nausée. On dirait qu'elle vient de massacrer quelqu'un. Elle est couverte du sang de ma mère. C'est le sang de ma mère. Et ça, c'est la personne qui l'a tuée. Il n'y a aucune émotion dans son regard. Je n'avais jamais vu cette photo. Elle me rend malade. Je ne veux plus jamais la revoir. Plus tard, j'ai appris ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Après nous avoir quittés, ma mère est rentrée chez elle. Elle a demandé à Paige ce qu'elle voulait manger pour son dîner d'anniversaire, mais celle-ci ne lui a rien répondu. Ma mère a alors décidé de préparer des lasagnes, ce qui était le plat préféré de mon fils à l'époque. Cela a mis Paige très en colère. Ce n'était pas ce qu'elle voulait manger, et ma mère et elle se sont disputées. Paige a attrapé le bloc de couteau et elle a frappé ma mère au visage avec. Ensuite, elle lui a asséné 79 coups de couteau. Elle l'a aussi mordu des dizaines de fois. Elle s'est littéralement acharnée sur elle. Elle a cassé des lames de couteau dans son corps. À quel point faut-il détester quelqu'un pour le poignarder 79 fois? Paige est un monstre. Quand Paige a tué ma mère, j'ai perdu ma meilleure amie. J'ai perdu ma mère. Tout ce qu'elle était me manque. Son odeur me manque. Le son de sa voix me manque. Le lendemain du meurtre, la police a dit que la maison était accessible et que je pouvais y entrer si je voulais. Je ne pourrais pas dire que j'avais peur de rentrer dans la maison. J'étais trop anéantie, mais aussi comme anesthésiée. Je ne ressentais rien, mais je savais que je devais y aller. Personne n'aurait pu m'en empêcher. Je devais y aller et récupérer quelque chose qui avait appartenu à ma mère. Il me fallait quelque chose à elle qui pourrait me rassurer et me permettre de tenir. Ce gilet a été à ma mère. Elle le portait la veille de son décès. C'est ce gilet que je voulais récupérer.
Je ne pouvais pas penser à autre chose. Il me fallait ce gilet. Elle le portait souvent. Elle l'adorait. Il sentait encore son parfum. Il représentait ma mère à mes yeux. Il me fallait quelque chose que je pouvais prendre dans mes mains et qui la symbolisait. C'est très difficile d'imaginer qu'un être humain puisse commettre de tels actes. Surtout quelqu'un qu'on connaît, qu'on aimait et dont on était proche. Quand Paige a tué ma grand-mère, elle m'a enlevé tout un champ de possibles. Ma grand-mère ne me verra jamais avoir mon diplôme. Elle ne sera pas là à mon mariage. Elle ne connaîtra pas ses arrière-petits-enfants. Je fais toujours des cauchemars. Je prends des médicaments visant à supprimer les terreurs nocturnes. Je rêve que Paige est dans ma chambre et qu'elle me regarde dormir. C'est comme si elle me hantait et que jamais je n'allais pouvoir lui échapper. Même si elle est enfermée en prison, elle me fait toujours souffrir. Je suis sûre qu'elle pourrait tuer à nouveau. Elle l'a déjà fait. Et je pense qu'elle est très en colère contre nous. Elle n'aurait absolument rien à perdre si elle s'en prenait à nous. Le pire qui pourrait lui arriver serait de retourner en prison, où elle a des amis, où elle est nourrie, logée, blanchie, et où elle a tout ce dont elle a besoin. Si elle devait s'en prendre de nouveau à quelqu'un, je pense qu'elle choisirait ma mère. Je n'ai pas peur pour moi. Je n'ai jamais eu peur de Paige. Mais j'ai peur pour ceux qui croiseront sa route. Je n'ai aucune envie de voir ma sœur ou d'avoir de ses nouvelles. D'ailleurs, elle a interdiction de nous contacter. Je crois qu'elle sait qu'elle nous révulse. Qu'elle me révulse. Je la considère comme un animal sauvage. Lorsqu'on est confronté à une tragédie, on change profondément. Et alors, il faut choisir si on va se laisser anéantir par celle-ci ou si elle nous permettra d'en ressortir plus fort. Il y a, dans certaines rues, des instants que personne ne remarque vraiment. Des morceaux de vie simples, presque invisibles aux yeux pressés des passants, mais qui, lorsqu'on les observe avec attention, révèlent une tendresse que les mots ont parfois du mal à contenir. L'histoire dont je vais te parler commence justement dans une de ces rues ordinaires, quelque part dans une petite ville qui pourrait être n'importe où. Un lieu banal, avec son trottoir légèrement fissuré, son lampadaire qui grésille un peu trop souvent à la tombée de la nuit, ses fenêtres qui s'ouvrent et se ferment au rythme des journées qui se ressemblent toutes. Mais au milieu de cette banalité, il y avait une jeune fille. Elle n'avait rien de spectaculaire au premier regard, rien qui la distingue vraiment des autres. Pourtant, ceux qui passaient régulièrement devant son immeuble s'arrêtaient parfois juste quelques secondes, comme happée par quelque chose d'invisible, mais profondément humain. Elle s'appelait Élise. Ses voisins la connaissaient à peine, ou plutôt, ils la connaissaient comme on connaît ces présences de l'ombre que l'on croise dans l'ascenseur, à qui l'on adresse un sourire poli, sans jamais vraiment savoir ce qui occupe leur existence. Mais il y avait un rituel chaque soir qui la rendait différente, quand la lumière déclinait et que les rues commençaient à se vider. Élise descendait les escaliers de son immeuble avec une lenteur mesurée
comme si chaque pas avait sa propre musique. Elle portait un vieux pull trop large, souvent le même, et un foulard noué autour du cou, même lorsque la chaleur de l'été ne l'exigeait pas vraiment. Elle ouvrait la porte, respirait l'air du soir avec une sorte de gratitude silencieuse et s'asseyait sur la première marche de pierre juste devant l'entrée. C'est là que tout commençait. Autour d'elle, petit à petit, apparaissaient des silhouettes discrètes, des mouvements rapides qui sortaient de l'ombre. Des chats efflanqués, au pelage abîmé par la poussière et le froid, s'approchaient avec prudence. Parfois, un chien au regard fatigué traînait ses pattes lourdes jusqu'à ses pieds, ces animaux que la ville oubliait, que la plupart des habitants chassaient d'un geste agacé, trouvaient auprès d'elle une présence différente. Elle ne les chassait pas. Elle ne leur donnait pas d'ordre. Elle chantait. Sa voix n'était pas forte. Elle n'avait rien d'extraordinaire, rien d'une chanteuse d'opéra, ni d'une voix taillée pour les foules. C'était une voix douce, presque timide, mais qui portait en elle quelque chose de plus précieux que la puissance, la sincérité. Elle chantait de vieilles chansons que sa mère lui avait apprises, des berceuses qu'on fredonne aux enfants avant qu'ils ne s'endorment, ou parfois simplement des mélodies inventées sur le moment, des suites de notes légères qui semblaient naître de la brise du soir. Et les animaux écoutaient. Cela peut sembler étrange, presque invraisemblable, mais ceux qui passaient à ce moment-là pouvaient le voir. Les chats, d'ordinaire si nerveux, s'installaient à ses côtés, les oreilles dressées mais détendues. Le chien posait sa tête sur ses genoux comme s'il avait trouvé pour quelques instants la maison qu'il n'avait plus. Et elle, les yeux baissés vers eux, continuait à chanter, comme si ce langage secret entre eux ne pouvait se rompre. Les voisins, derrière leurs rideaux, ne comprenaient pas toujours. Certains secouaient la tête en souriant, d'autres trouvaient cela inutile, une perte de temps. Mais il y en avait aussi qui, sans le dire à voix haute, étaient touchés par cette scène silencieuse. Car dans un monde où chacun semblait pressé, préoccupé par ses factures, ses rendez-vous et ses propres urgences, voir une jeune fille donner de son temps, de sa tendresse et de sa voix à des créatures abandonnées avait quelque chose de profondément bouleversant. Élise n'avait pas beaucoup d'amis. Pas parce qu'elle était désagréable, mais parce qu'elle était différente. Elle préférait les gestes doux aux conversations bruyantes, les regards sincères au bavardage mondain. Elle vivait seule avec sa mère, une femme discrète, toujours fatiguée par son travail, mais qui avait transmis à sa fille un sens rare de la compassion. Depuis petite, Élise avait appris que la valeur d'une vie ne se mesurait pas à ce qu'elle possédait, mais à l'attention qu'elle savait donner aux autres. Et c'est peut-être pour cela que ce rituel était né. Personne ne savait vraiment quand tout avait commencé. Peut-être un soir d'hiver, quand un chat tremblant s'était réfugié sous l'auvent de l'immeuble et qu'elle avait osé lui fredonner un air pour l'apaiser. Peut-être un soir de pluie, quand elle avait vu un chien tourner en rond, perdu, et qu'elle avait choisi de lui offrir un peu de sa voix au lieu de l'ignorer. Peu importait, au fond. Ce qui comptait, c'est que chaque soir désormais, la rue s'emplissait doucement de cette musique fragile, et que la solitude des animaux se brisait un instant contre la douceur d'un chant. Un soir d'automne, alors que les feuilles craquaient sous les pas des rares passants, un vieil homme qui habitait 2 immeubles, plus loin, décida de s'arrêter. Il avait entendu ce chant plusieurs fois, sans jamais oser s'approcher. Mais ce soir-là, poussé par une curiosité qui ressemblait à un besoin, il resta à quelques mètres, immobile. Il vit les chats rassemblés autour d'elle, comme une petite troupe attentive, et le chien, un vieux bâtard boiteux, qui respirait paisiblement à ses pieds. Le vieil homme sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cela lui rappelait une époque lointaine, quand sa propre femme chantait pour lui dans la cuisine, juste pour couvrir le bruit de la pluie. Il resta ainsi quelques minutes, puis repartit, les yeux humides. Ce fut le début d'un murmure dans le quartier. Certains disaient qu'il fallait voir ça au moins une fois. D'autres racontaient que les animaux semblaient réellement apaisés, comme s'ils comprenaient. Les enfants, surtout, se laissaient fasciner. Un soir, une petite fille, tenant la main de sa mère, s'approcha et demanda « Pourquoi elle chante, maman ?» Et la mère, incapable de répondre simplement, murmura
parce qu'elle sait que même les cœurs oubliés ont besoin de douceur. Élise, de son côté, ne cherchait ni reconnaissance ni regard. Elle ne chantait pas pour être vue, elle chantait parce que c'était sa manière à elle de dire au monde que chaque vie comptait, que même les plus fragiles méritaient un peu de tendresse. Elle ne s'était jamais demandé si cela changerait quelque chose, si ces animaux se souviendraient d'elle. Elle se contentait d'être là, soir après soir, fidèle à son rituel. Et pourtant, petit à petit, ce geste si simple commença à tisser des fils invisibles. Les animaux revenaient, toujours les mêmes, comme si sa voix était devenue leur refuge. Les voisins, parfois sceptiques, commençaient à éprouver une sorte de respect silencieux pour cette jeune fille qui, sans bruit, apportait plus de lumière que bien des paroles. Même la ville, avec son rythme mécanique et ses trottoirs gris, semblait différente à ceux qui savaient qu'au détour de cette rue, chaque soir résonnait une chanson pour les oublier. La vie d'Élise restait modeste, faite d'études, de trajets simples et de soirs calmes. Mais chaque note qu'elle offrait la rendait plus grande aux yeux de ceux qui prenaient le temps de s'arrêter. Et c'est là que commence vraiment son histoire, dans cette fidélité discrète, dans cette voix fragile qui portait pourtant le poids d'une humanité que beaucoup avaient oubliée. Les jours passaient, et avec eux, la lumière changeait sur les façades grises de l'immeuble. L'hiver approchait doucement, et dans l'air du soir flottait cette odeur particulière de fumée, de cheminée, mêlée à l'humidité des feuilles mortes qui se collaient au bitume. Le quartier semblait se refermer sur lui-même, comme pour se protéger du froid à venir. Mais malgré la rigueur des saisons, Élise ne changeait rien à son rituel. Chaque soir, elle descendait, enroulait son foulard un peu plus serré autour de son cou et s'asseyait sur la marche de pierre. La pierre devenait glaciale, mais elle s'en accommodait. Elle savait que bientôt, les silhouettes qu'elle attendait viendraient à elle. Les premiers à apparaître étaient toujours les chats. Leurs yeux luisaient dans l'ombre, 2 ou 3 points verts ou jaunes qui s'approchaient avec précaution. Leurs pas étaient feutrés, presque invisibles, mais ils la retrouvaient toujours. On aurait dit qu'ils connaissaient son odeur, son rythme, cette voix qui allait bientôt se mettre à résonner. Le chien venait plus tard, souvent après avoir rôdé plus loin. Il avait appris qu'il n'y aurait pas de gestes brusques, pas de cris, pas de coups. Juste une main douce qui se poserait sur sa tête et une mélodie qui remplirait la nuit. Ce soir-là, pourtant, il y avait une nouveauté. Élise avait apporté un petit sac en toile, usé, qu'elle posa à côté d'elle. Quand elle l'ouvrit, on y vit des morceaux de pain, quelques restes qu'elle avait mis de côté. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait pensé à eux. Elle distribua doucement les morceaux, veillant à ce que chacun ait quelque chose, puis elle commença à chanter. Sa voix monta, légère, au-dessus du froid, et les animaux s'apaisèrent. Le vieux chien ferma les yeux, comme si chaque note entrait en lui et effaçait un peu de sa fatigue. Un voisin qui passait en rentrant du travail s'arrêta plus longtemps qu'à l'accoutumée. Il avait eu une journée lourde, pleine de tensions, de dossiers à finir, de discussions sèches. Son cœur battait encore vite, serré par la nervosité qu'il portait. Et là, devant lui, cette scène, une jeune fille chantant doucement à des animaux errants, dans le silence d'une rue froide. Tout son tumulte intérieur s'était soudain calmé. Il resta là, sans bouger, comme si la chanson lui était adressée aussi. Et lorsqu'il reprit sa marche, il le fit avec une respiration plus légère. C'est ainsi que peu à peu, d'autres commencèrent à s'arrêter. Ils ne disaient rien, ils n'osaient pas rompre le charme de la scène, mais leur regard changeait. On pouvait lire dans leurs yeux quelque chose qu'on ne voyait pas souvent, un mélange de douceur, de gratitude, d'étonnement aussi. Car il y avait quelque chose d'inexplicable dans ce pouvoir de la voix d'Élise. Elle n'était pas là pour être admirée, elle n'était pas là pour convaincre. Elle était juste présente, entière, fidèle à ce qu'elle croyait juste. Parfois, en chantant, Élise levait les yeux vers les fenêtres. Elle savait que derrière certains rideaux, des regards l'observaient. Elle n'avait pas peur de ces regards. Elle souriait même parfois, comme pour dire « Vous aussi, vous êtes les bienvenus dans ce moment ». Car pour elle, la frontière entre les animaux et les humains était plus fine qu'on ne voulait bien l'admettre. Tous avaient besoin d'une chanson, d'un geste tendre, d'une preuve qu'ils comptaient encore dans ce monde qui les ignorait.
Un soir, alors qu'elle chantait une berceuse que sa mère lui avait apprise, la porte de l'immeuble s'ouvrit. Une vieille femme sortit, courbée, appuyée sur une canne. C'était une voisine du 3e étage, toujours silencieuse, que presque personne ne connaissait vraiment. Elle s'avança lentement, regarda la scène avec des yeux brillants et dit d'une voix tremblante « On dirait ma fille. Quand elle était petite, elle chantait pour son chat. Comme ça. » Élise leva les yeux, sourit doucement et sans interrompre son chant, elle inclina la tête comme pour offrir sa chanson aussi à cette vieille dame. Celle-ci resta là, immobile, les mains serrées sur sa canne et laissa les larmes couler sans les cacher. Elle avait perdu sa fille depuis longtemps, mais ce soir-là, en entendant cette voix, elle avait retrouvé un écho de son passé. Au fil des semaines, la réputation de ce rituel se répandit dans le quartier. On commença à parler de « la fille qui chante aux animaux ». Certains en rièrent, d'autres en parlaient avec respect. Mais une chose était certaine, personne ne restait indifférent, car il y a des gestes qui, même minuscules, réveillent en nous des souvenirs enfouis, des émotions que l'on croyait perdues. Élise, pourtant, restait la même. Elle continuait à aller en cours le matin, à rentrer discrètement chez elle l'après-midi, à y aider sa mère comme elle pouvait. Sa vie n'avait rien d'extraordinaire, mais chaque soir, elle retrouvait ce moment suspendu, comme si c'était là et seulement là qu'elle se sentait pleinement à sa place. Elle ne se doutait pas que ce simple rituel commençait à changer les choses. Pas seulement pour les animaux, qui trouvaient un peu de réconfort, ni pour les voisins, qui découvraient dans leur cœur une douceur inattendue, mais aussi pour elle-même, car en chantant, elle se découvrait plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Elle découvrait qu'elle pouvait donner sans rien attendre, et que ce don-là avait le pouvoir de transformer bien plus que ce qu'elle imaginait. Une nuit de décembre, la neige tomba. La rue se couvrit d'un manteau blanc, les trottoirs devinrent silencieux, et chaque bruit semblait étouffé par la douceur de la neige. Élise descendit comme toujours, un bonnet sur la tête, ses mains rouges de froid. Elle craignait que les animaux ne viennent pas, que le froid les ait tenus éloignés. Mais ils étaient là. Ils avaient traversé la neige pour la retrouver, comme s'ils savaient que sa voix était leur refuge contre la dureté de l'hiver. Alors elle chanta, et dans la blancheur de la nuit, sa voix résonna plus pure encore, comme une lumière fragile qui réchauffait l'air glacé. Des passants, rentrant tard du travail, s'arrêtèrent et restèrent longtemps, oubliant leurs horaires, leurs soucis, leurs fatigues. Ce soir-là, on avait l'impression que la rue entière s'était arrêtée de respirer, juste pour écouter. C'est dans ce silence de neige qu'Élise comprit une chose. Elle n'était pas seule. Même si parfois sa vie lui semblait faite de solitude et de discrétion, il y avait autour d'elle des cœurs qui, sans le dire, étaient touchés par sa présence. Et cette certitude, ce sentiment d'être relié aux autres par quelque chose d'aussi fragile qu'un chant, lui donna une force nouvelle. Ce fut la première fois qu'elle pensa que peut-être ce qu'elle faisait avait un sens plus grand qu'elle ne l'imaginait. Que peut-être, chanter doucement aux animaux errants devant son immeuble, c'était aussi chanter pour toutes les blessures invisibles des hommes. Et dans cette rue enneigée, alors que les lumières tremblaient derrière les fenêtres, la jeune fille continua de chanter, avec encore plus de douceur, comme si chaque note pouvait réparer un peu du monde. L'hiver s'installait de plus en plus, et les jours devenaient courts, avalés par des nuits longues qui semblaient ne jamais finir. Le froid mordait la peau, les vitres se couvraient de buée, et les trottoirs craquaient sous les pas pressés de ceux qui rentraient chez eux en tirant sur leurs écharpes. Pourtant, chaque soir, Élise descendait encore. Son foulard s'épaississait, ses gants étaient usés, mais son rituel ne changeait pas. La pierre glaciale de la marche devant l'immeuble était toujours son siège, et sa voix s'élevait toujours dans l'air gelé. Les animaux, eux aussi, continuaient à venir. Les chats surgissaient de l'ombre, leurs petites pattes laissant des traces éphémères dans la neige. Le vieux chien arrivait plus lentement, secouant parfois la neige qui s'accrochait à son pelage épais. Il tremblait, mais dès qu'il posait sa tête sur les genoux d'Élise, il retrouvait un calme qui apaisait tout son corps fatigué. C'était comme si la chaleur qu'elle portait en elle se répandait sur eux. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu
ou les couvertures, mais qui naissait d'un cœur tourné vers les autres. Et puis, peu à peu, les habitants commencèrent à changer leur regard. Ceux qui, autrefois, passaient sans prêter attention, ralentissaient maintenant le pas. Certains s'arrêtaient carrément, formant un cercle silencieux autour d'elle et des animaux. Personne ne parlait, personne n'osait briser le fil fragile de la chanson. C'était devenu comme une petite messe quotidienne, un rendez-vous où l'on venait chercher quelque chose que la vie ordinaire n'offrait plus, une preuve tangible que la tendresse existe encore. Un soir, une mère descendit avec son fils. Le petit garçon tenait un vieux plaid entre ses bras. Sans un mot, il s'approcha du chien et posa la couverture sur son dos. Le chien leva un regard reconnaissant et l'enfant sourit timidement. Élise interrompit un instant son chant pour caresser sa tête. Elle ne dit rien, mais son regard suffisit à lui dire merci. La mère, derrière, essuya une larme discrète. Elle comprit que son fils venait d'apprendre quelque chose qu'aucun livre, ni aucune école, n'aurait pu lui transmettre avec autant de vérité, l'importance d'un geste gratuit. À partir de ce soir-là, d'autres commencèrent à apporter de petites choses. Une assiette avec quelques croquettes, un bol d'eau, une boîte de conserve. Rien n'était organisé, rien n'était planifié. Mais dans cette rue grise, chaque soir, un mouvement spontané de générosité se mettait en marche, porté par la voix d'une jeune fille qui n'avait jamais voulu être un modèle. Pour Élise, c'était troublant. Elle ne cherchait pas à attirer le regard des autres. Elle voulait juste offrir quelque chose aux animaux, une bulle de douceur dans leur errance. Mais elle découvrait que sa voix touchait bien au-delà. Elle se surprit même, un soir, à sentir une chaleur dans sa poitrine en voyant une dizaine de personnes alignées dans la neige, immobiles, à écouter en silence. Elle pensa à ce mot qu'elle avait lu un jour dans un vieux livre. Humanité. Elle en comprenait soudain le sens. Le mois de janvier arriva, rude et sans pitié. La neige s'épaissit, le vent se fit plus dur, et beaucoup restaient cloîtrés chez eux. Mais chaque soir, Élise descendait encore, même quand ses lèvres gercées la faisaient en souffrir, même quand ses doigts engourdis luttaient pour se délier sur la pierre froide, elle descendait, parce qu'elle savait qu'ils l'attendaient. Les animaux ne comprenaient pas les absences. Ils avaient besoin de cette voix comme on a besoin de pain. Elle ne pouvait pas les laisser seuls, dans le froid. Un soir particulièrement glacial, alors que le vent balayait la rue avec une violence qui faisait claquer les volets, Élise remarqua un nouveau venu. Un petit chaton, plus maigre que tous les autres, grelottant sous une voiture. Ses yeux immenses semblaient crier silencieusement sa détresse. Elle s'approcha doucement, se mit à chanter encore plus bas, comme une berceuse chuchotée. Le chaton hésita, recula, puis avança finalement, pas à pas, attiré par cette douceur. Quand il fut assez près, Élise tendit sa main gantée. Il posa timidement sa petite tête contre ses doigts. Ce fut un moment minuscule, invisible pour beaucoup, mais immense pour elle. Elle sentit que sa chanson avait franchi une barrière. Ce petit être, si fragile, venait de lui accorder sa confiance. Elle comprit alors que sa voix, au-delà de la musique, était une promesse. Celle de ne jamais laisser tomber, même les plus faibles. Les voisins, qui observaient derrière leurs rideaux, virent cela aussi. Et certains d'entre eux, en se couchant ce soir-là, eurent du mal à dormir, car cette scène les avait bouleversés. Ils se demandaient « Et moi ? Qu'est-ce que je fais pour les plus fragiles ?» Au fil des jours, le chaton revint. Toujours le premier à apparaître, toujours le dernier à partir, il se nichait dans les plis du foulard d'Élise, et sa chanson, parfois, se transformait en murmure rien que pour lui. Les enfants du quartier lui donnèrent même un nom, Lumière, parce qu'il semblait avoir retrouvé la sienne grâce à elle. Et bientôt, cette petite troupe devint une véritable famille improvisée. Les animaux n'étaient plus seulement des silhouettes errantes. Ils étaient devenus des présences, des êtres comptés, attendus, reconnus. La rue, autrefois grise, s'était métamorphosée en un refuge vivant. Un soir, alors que les premiers rayons d'un coucher de soleil rose se reflétèrent sur la neige, Élise remarqua un détail qui la frappa. Parmi les silhouettes silencieuses des voisins, il y avait des sourires. Pas des sourires rapides, polis, mais des sourires vrais, pleins de douceur. Elle comprit que sa chanson avait fait quelque chose d'inattendu. Elle avait rapproché les cœurs.
ceux des animaux, mais aussi ceux des hommes. Elle continua à chanter, le regard baissé vers le chien endormi à ses pieds, et ses yeux se remplirent de larmes. Pas de tristesse, mais de gratitude, car elle venait de comprendre qu'elle n'était pas seule à porter ce fardeau de tendresse. Petit à petit, d'autres le portaient avec elle. Et ce soir-là, dans l'air glacé, sa voix vibra plus intensément. On aurait dit qu'elle avait pris une force nouvelle, nourrie par tous ses regards, tous ses gestes, toutes ses présences silencieuses. C'était comme si le froid n'existait plus, comme si la rue elle-même respirait au rythme de son chant. La nuit tomba, les lumières s'éteignirent d'une à une dans les fenêtres. Mais même quand elle remonta les escaliers, serrant lumière contre son cœur, la chanson continuait d'exister. Pas seulement dans l'air, mais dans chaque personne qui avait pris le temps de l'écouter. Et dès lors, ce rituel ne fut plus jamais le même. Car il n'appartenait plus seulement à Élise. Il appartenait à tout un quartier qui, sans même s'en rendre compte, avait retrouvé le goût d'être humain. Le printemps arriva lentement, presque timidement, comme s'il avait peur de déranger la douceur fragile qui s'était installée dans cette rue pendant l'hiver. La neige fondit en laissant place à des flaques brillantes où se reflétaient les façades grises de l'immeuble. Les arbres, qui semblaient morts depuis des mois, commencèrent à se couvrir de petites pousses vert tendre, et l'air se chargea d'une odeur d'humidité et de terre renaissante. Dans ce décor qui reprenait vie, le rituel d'Élise ne perdit rien de sa magie. Au contraire, il sembla s'enrichir de nouvelles couleurs, comme si la saison elle-même voulait accompagner sa voix. Les soirées s'adoucissaient, et il n'était plus nécessaire d'enrouler un foulard épais autour du cou. Élise descendait toujours, mais ses pas semblaient plus légers, moins retenus par la morsure du froid. Elle portait parfois une robe claire, parfois un simple gilet, et sa voix, portée par la brise douce du printemps, sonnait plus claire encore. Les animaux, eux, n'avaient pas changé. Les chats surgissaient toujours des coins d'ombre, le vieux chien boitait toujours vers elle, et Lumière, le petit chaton, ne la quittait presque plus. Mais quelque chose avait évolué. Leur nombre. Il semblait que la nouvelle s'était répandue même parmi les bêtes. De nouveaux chats apparaissaient, d'autres chiens, certains craintifs, d'autres confiants, comme s'ils avaient entendu parler de ce refuge invisible où l'on trouvait non seulement un peu de nourriture, mais surtout une chaleur que rien d'autre ne leur offrait. Les habitants du quartier, eux aussi, changeaient. On voyait maintenant régulièrement des voisins sortir plus tôt juste pour avoir le temps de s'arrêter. Certains apportaient du lait, d'autres des boîtes de nourriture. Les enfants venaient avec des couvertures usées, mais offertes avec enthousiasme. Et quand Élise commençait à chanter, ce n'était plus seulement une scène intime entre elle et les animaux. C'était devenu une sorte de rituel collectif, une rencontre silencieuse où chacun apportait ce qu'il pouvait, un geste, un regard, une présence. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de rose et d'orange, un homme que personne n'avait jamais vu dans le quartier s'arrêta. Il portait un appareil photo. Discrètement, il commença à capturer la scène. La jeune fille assise sur la marche, entourée de chats, le chien couché contre elle, et cette foule silencieuse qui formait un cercle presque sacré. Ces clichés avaient quelque chose d'irréel. Plus tard, il les partagea sur un petit blog personnel, et sans qu'Élise ne le sache encore, ces images commencèrent à voyager, à toucher des inconnus loin de cette rue. Mais dans l'instant, rien de cela n'importait. Ce qui comptait, c'était la paix palpable qui descendait chaque soir sur ce coin de trottoir. Élise chantait comme toujours, les animaux l'écoutaient, et les cœurs des hommes semblaient s'accorder à cette simplicité. Avec le printemps vinrent aussi les premiers bourgeons de nouvelles amitiés. Des voisins qui, jusque-là, s'étaient à peine salués, se mirent à parler. Autour de la marche d'Élise, on échangeait des prénoms, des sourires, parfois même des confidences. Une femme dit un soir à un homme qu'elle croisait depuis des années sans lui adresser la parole. « Vous avez vu comme il nous apaise, ce chant ?» Et l'homme, surpris de sa propre émotion, répondit simplement « Oui, on dirait que tout s'arrête. » À partir de ce soir-là, ils se saluèrent toujours et bientôt ils partagèrent des promenades. Il se passa alors quelque chose d'inattendu. La solitude du quartier commença à se fissurer. Là où chacun vivait enfermé dans son quotidien, des liens naissaient,
tissé par la voix d'une jeune fille qui n'avait jamais voulu être autre chose qu'une présence douce pour des animaux errants. Élise, pourtant, ne cherchait pas à se mettre en avant. Elle ne réalisait pas toute l'ampleur de ce qui se passait autour d'elle. Elle vivait ces moments avec la même simplicité qu'au premier soir. Quand elle chantait, elle se concentrait sur les animaux, sur leurs yeux brillants, sur la respiration lente du vieux chien, sur le frisson léger du chaton qui dormait dans son foulard. Mais parfois, elle levait les yeux et croisait ceux d'un voisin ou d'un enfant, et elle y voyait quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. Une reconnaissance silencieuse, profonde, comme si son chant avait touché une part cachée d'eux-mêmes. Un soir, un petit garçon s'approcha d'elle, tenant un carnet contre sa poitrine. Il avait passé plusieurs semaines à dessiner la scène, elle assise, entourée des animaux, avec des étoiles au-dessus de sa tête. Il lui tendit le dessin sans dire un mot. Élise resta figée quelques secondes, les yeux humides, puis elle posa sa main sur la sienne. Elle n'avait pas besoin de parler. Le garçon repartit en courant, mais en serrant contre lui ce sourire qu'elle lui avait offert. Et c'est ainsi, à travers ces petits gestes, que le quartier changeait. Chaque soir était devenu une promesse, celle de retrouver un peu d'humanité au pied de cet immeuble. Les habitants attendaient presque ce moment comme on attend une fête, pas pour l'excitation, mais pour la certitude de trouver là un apaisement rare. Avec les beaux jours, certains apportèrent de même des chaises pliantes pour rester plus longtemps. On voyait des couples âgés main dans la main, des adolescents silencieux qui d'ordinaire riaient fort mais qui, là, baissaient la voix. Même les plus sceptiques s'inclinaient devant la force tranquille de ce rituel, car personne ne pouvait nier l'effet que cela produisait. Ce printemps-là, Élise comprit qu'elle avait semé quelque chose. Pas volontairement, pas par ambition, mais simplement parce qu'elle avait osé être fidèle à ce qu'elle ressentait. Sa voix, fragile et sincère, était devenue une graine. Et cette graine avait germé dans les cœurs. Un soir de mai, alors que les lilas parfumaient l'air, elle vit la vieille femme du troisième étage arriver avec une assiette de soupe chaude. Elle la posa devant le vieux chien, puis s'assit, elle aussi, sur la marche, près d'Élise. Elle ne dit rien, mais son regard disait tout. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. La jeune fille continua de chanter, le vent soulevant doucement ses cheveux, et autour d'elle, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux formaient une seule et même communauté silencieuse. Ce soir-là, plus encore que les autres, la rue sembla se transformer en un lieu sacré, non pas par des murs ou des prières, mais par une humanité simple, offerte sans condition. Et quand la nuit recouvrit la ville, Élise rentra chez elle avec une certitude nouvelle. Sa chanson n'était plus seulement pour les animaux. Elle était devenue le souffle d'un quartier entier, un rappel quotidien que la douceur, même fragile, peut changer la vie de ceux qui acceptent de l'écouter. L'été approchait, et avec lui, une lumière différente se posa sur la rue. Les journées s'étiraient plus longtemps, les fenêtres restaient ouvertes jusque tard dans la soirée, et les rires des enfants résonnaient dans les cours intérieures. La chaleur donnait aux façades une couleur dorée, et l'air sentait la poussière, l'herbe sèche, parfois la fleur d'acacia. Dans ce décor ensoleillé, le rituel d'Élise continuait, mais il prit une ampleur nouvelle. Chaque soir, quand le soleil déclinait, sa voix s'élevait, douce et claire, portée par l'air tiède de l'été. Les animaux venaient encore, fidèles, mais ils n'étaient plus seuls. Les voisins, les passants, même des gens de rues plus éloignées, se rassemblaient. Certains s'asseyaient directement sur le trottoir, d'autres restaient debout, appuyés contre les murs. Les enfants formaient un cercle plus près d'elle, attentifs, comme si sa chanson était une histoire qu'on leur racontait. Ce qui, autrefois, avait l'air d'un geste isolé et presque invisible, ressemblait désormais à un rendez-vous attendu. On ne disait pas « allons écouter une chanteuse », car Élise n'était pas une artiste de spectacle. On disait simplement « allons là-bas, au pied de l'immeuble ». Et chacun savait de quoi il s'agissait. La chaleur de l'été adoucissait les corps, mais c'était surtout la douceur de sa voix qui adoucissait les âmes. Ceux qui venaient le soir repartaient avec un visage changé, moins fermé, moins inquiet. Ils retrouvaient dans le silence de cette rue une paix qu'aucun bruit de ville ne leur donnait. Un soir, une femme apporta une guitare. Elle s'approcha timidement d'Élise, comme si elle craignait de briser quelque chose.
Mais Élise lui fit un signe d'accueil. Et alors, pour la première fois, elle ne chanta pas seule. Les cordes accompagnaient sa voix, créant un écrin plus large autour d'elle. Les animaux restèrent attentifs, et les hommes aussi. Dans cette improvisation simple, le rituel prit une autre couleur. La femme aux cheveux gris, qui pinçait doucement les cordes, souriait comme une enfant. Et Élise, les yeux brillants, continua de chanter avec plus d'assurance. À partir de là, d'autres osèrent ajouter quelque chose. Un soir, un adolescent sortit une flûte qu'il apprenait à peine à maîtriser. Ses notes maladroites faisaient sourire les enfants, mais elles trouvaient leur place dans cette atmosphère de bienveillance. Un autre soir, une voisine apporta des bougies et les posa le long du trottoir. La rue, éclairée de petites flammes tremblantes, prit des allures de sanctuaire. Tout semblait orchestré, et pourtant rien ne l'était. Tout naissait d'un élan collectif, spontané, qui s'accordait autour de cette voix fragile. Le vieux chien, toujours présent, paraissait rajeuni. Ses yeux fatigués se fermaient plus vite, comme si la chanson lui permettait de dormir sans peur. Les chats s'éparpillaient par moments, puis revenaient s'installer, le pelage réchauffé par les pierres encore tièdes. Lumière, désormais grand, restait collé à elle. Il se couchait à ses pieds ou s'installait sur ses genoux, et il semblait presque sourire quand elle chantait. L'été apportait aussi des visiteurs inattendus. Un soir, une jeune femme étrangère s'arrêta. Elle ne comprenait pas les paroles d'Élise, mais ses yeux s'embuèrent. Elle murmura à quelqu'un, dans une autre langue. « Même sans comprendre, je sens ce que cela veut dire. » La musique n'avait pas besoin de traduction. Il arriva aussi que des gens en voyage s'arrêtent, attirés par le cercle silencieux et les bougies. Ils demandaient « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et les habitants répondaient avec fierté. « C'est elle. Elle chante pour les animaux et pour nous aussi. » Ce fut alors que les photographies prises des mois plus tôt refirent surface. Partagées sur des réseaux, elles attiraient la curiosité de plus en plus de monde. Des inconnus venaient exprès pour voir ce rituel unique. Pourtant, quand ils arrivaient, loin de transformer la scène en spectacle, ils se laissaient happer par le silence et le respect qui y régnait. Personne n'osait applaudir, personne ne brisait la magie. On écoutait, simplement, et chacun repartait avec l'impression d'avoir touché quelque chose de rare. Élise, elle, ne changeait pas. Même devant plus de monde, elle restait la même. Assise sur sa marche, les mains posées sur ses genoux ou sur le dos d'un chat, le regard tendre, la voix douce. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle chantait comme au premier soir, pour calmer, pour apaiser. Et peut-être que c'était justement cela qui touchait tant, la pureté d'un geste qui ne voulait rien recevoir en retour. Un soir d'août, alors que la chaleur du jour s'était transformée en une nuit lourde, une tempête menaça. Le vent soufflait plus fort, les bougies s'éteignaient une à une. Pourtant, Élise resta. Elle se mit à chanter plus fort, comme pour répondre au vent. Les animaux, nerveux, restaient près d'elle. Les gens, malgré la pluie qui commençait à tomber, restèrent aussi. On aurait dit que sa voix luttait contre l'orage. Et dans ce contraste violent entre la nature qui grondait et la douceur qui résistait, chacun ressentit quelque chose d'indescriptible, la force fragile de l'humanité. Quand la pluie redoubla, elle se leva enfin, trempée, et remonta avec lumière dans ses bras. Mais les gens restèrent quelques minutes encore dans la rue, le cœur battant, comme si cette scène venait de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Même la tempête la plus forte ne peut éteindre une voix qui chante par amour. Les jours suivants, on en parla longtemps. On racontait cette nuit de pluie comme un souvenir précieux, presque héroïque. Certains disaient « j'étais là », et cela suffisait à créer entre eux un lien, comme si avoir partagé ce moment les avait rendus différents, unis par une vérité silencieuse. L'été continua, ponctué de soirs doux et de soirs orageux. Le rituel ne faiblit jamais. Chaque soir, sans exception, Élise descendait, et chaque soir, sa voix s'élevait, fidèle, fragile et forte à la fois. Et le quartier, transformé par ce rituel, vivait désormais au rythme de cette chanson. Personne ne l'avouait dit à voix haute, mais beaucoup attendaient ce moment pour respirer vraiment, pour se rappeler qu'au-delà des soucis quotidiens, il restait des instants où l'on pouvait croire à la beauté simple des gestes humains. Et Élise
sans le savoir, avait offert à tous un été qu'il n'oublierait jamais. L'été s'éloigna doucement, laissant derrière lui des soirs lourds de chaleur et de rires étouffés, et céda la place à un automne plus calme, plus posé. L'air devint plus frais, les couleurs changèrent sur les arbres, et les trottoirs se couvrirent d'un tapis de feuilles mortes qui craquaient sous les pas. Dans ce décor, le rituel d'Élise prit une autre dimension. Ce qui avait commencé comme une présence discrète, puis comme un rendez-vous de quartier, commençait maintenant à s'étendre bien au-delà. Les photographies, les récits des visiteurs, les échos partagés sur les réseaux, tout cela avait donné une nouvelle vie à son geste. Des gens qu'Élise n'avait jamais vus, venus de quartiers éloignés, franchissaient la rue avec curiosité, puis s'arrêtaient, touchés, silencieux. Ce qui frappait le plus, c'était la manière dont chacun se fondait dans le rituel, sans chercher à le troubler. Il y avait comme une règle non écrite. Ici, on ne parle pas fort, on ne commente pas. On écoute, on regarde, on reçoit. Élise, pourtant, n'avait rien changé à sa manière. Elle continuait à s'asseoir sur la marche, le foulard enroulé quand l'air devenait plus frais, ses mains posées sur ses genoux ou sur le dos d'un animal. Lumière, désormais plus grand et plus vif, ne la quittait jamais, et le vieux chien, malgré ses pas de plus en plus lourds, venait encore s'étendre à ses pieds. Sa voix, douce et simple, coulait dans l'air comme un fil invisible reliant chacun à quelque chose de plus grand que lui. Un soir de septembre, un journaliste apparut. Il s'approcha après le chant, avec un carnet et un micro. Il voulait comprendre, poser des questions, écrire un article. Mais il comprit vite qu'il ne pourrait pas capter l'essence de ce qui se passait ici avec des mots secs, car ce n'était pas une histoire qu'on raconte comme une anecdote. C'était une expérience qui se vivait dans le silence et l'écoute. Finalement, il rangea son micro et s'assit simplement parmi les autres. Le lendemain, il publia un texte court, presque nu, qui disait seulement « J'ai vu une jeune fille chanter aux animaux et à ses voisins, et j'ai vu des cœurs s'ouvrir. » Beau. Cet article circula. Beaucoup le lurent, certains sourirent, d'autres haussèrent les épaules, mais ceux qui vinrent vérifier de leurs propres yeux ne repartirent jamais indifférents. L'automne avançait, les jours raccourcissaient, et la lumière dorée des fins d'après-midi se transformait en un crépuscule qui tombait plus tôt, enveloppant la rue d'un halo presque mélancolique. C'était comme si la voix d'Élise devenait elle-même une réponse à cette mélancolie. Les gens venaient chercher dans son chant une chaleur que le soleil ne donnait plus. Les animaux, eux, restaient fidèles, leur pelage s'épaississant déjà pour résister au froid qui s'annonçait. Un soir d'octobre, une femme s'approcha avec un violon. Elle demanda timidement à Élise si elle pouvait jouer avec elle. Élise, comme toujours, accueillit ce geste d'un sourire. Et alors, quand le chant commença, le violon s'éleva à ses côtés. Les notes, parfois tremblantes, parfois puissantes, formaient une étoffe musicale plus riche encore. Les passants furent bouleversés par cette alliance inattendue. Une voix simple et pure, soutenue par un instrument au timbre chargé d'émotion. Beaucoup pleurèrent sans s'en cacher, car ce n'était plus seulement un chant pour des animaux, c'était devenu une symphonie improvisée pour toutes les blessures invisibles que chacun portait. À partir de là, l'automne fut marqué par ces ajouts spontanés, parfois une guitare, parfois une voix qui osait s'unir à celle d'Élise. Parfois seulement le silence, mais un silence qui avait pris une profondeur nouvelle. La rue s'était transformée en une sorte de scène invisible, mais une scène où il n'y avait ni spectateurs ni artistes. Tous étaient participants d'une manière ou d'une autre. Pour Élise, ce changement avait quelque chose de mystérieux. Elle voyait arriver des visages inconnus, elle sentait l'ampleur grandir, mais elle ne cherchait pas à le contrôler. Elle continuait à chanter avec la même sincérité, comme si le monde entier pouvait disparaître autour d'elle, tant qu'il restait un animal à apaiser, un cœur à consoler. Un soir plus froid que les autres, alors que les feuilles tombaient en tourbillons dans la lumière des lampadaires, un vieil homme s'approcha. Il avait du mal à marcher, mais il tenait une petite boîte contre lui. Il la posa devant Élise, et à l'intérieur se trouvaient quelques morceaux de pain sec, soigneusement emballés. Il dit d'une voix tremblante « C'est tout ce que j'ai, mais je veux qu'il mange aussi. » Élise posa sa main sur la sienne et chanta pour lui. Ce fut une chanson différente, plus lente encore, plus basse, comme une prière murmurée. Le vieil homme ferma les yeux
et resta immobile longtemps, avec un sourire apaisé. Quand il repartit, soutenu par un voisin, on aurait dit qu'il marchait plus droit, plus léger. L'automne continua ainsi, ponctué de ces petits miracles silencieux. Des inconnus devenaient des visages familiers, des voisins devenaient des amis, le quartier tout entier avait changé d'âme. Et au cœur de ce changement, il y avait toujours cette jeune fille et sa voix douce, offerte sans condition. À mesure que le froid approchait, Élise sentit aussi quelque chose en elle se transformer. Son chant n'était plus seulement un geste d'amour pour les animaux. Il était devenu une mission presque sans qu'elle le décide. Chaque soir, elle se disait « Je ne peux pas arrêter, pas maintenant, ils ont besoin de moi ». Et cette certitude, loin de la fatiguer, lui donnait une énergie qu'elle ne soupçonnait pas. Un soir de novembre, alors que la pluie battait fort contre les trottoirs, les habitants crurent qu'elle ne descendrait pas. Mais à la surprise de tous, elle sortit, un parapluie au-dessus de sa tête, lumière blottie contre son cou. Les animaux étaient là aussi, trempés mais présents. Et elle chanta, sous la pluie, sa voix mêlée au bruit des gouttes. Les voisins, les passants, se joignirent à elle, certains tendant leur parapluie au-dessus d'autres, créant une voûte fragile mais solidaire. Ce soir-là, on vit que sa voix avait créé plus qu'un rituel. Elle avait bâti une communauté. Et quand le froid de l'hiver pointa son nez, chacun savait que ce rituel ne faiblirait pas. Car désormais, il n'appartenait plus à une seule fille. Il appartenait à tous ceux qui avaient trouvé, dans ce chant, une raison de croire encore en la douceur du monde. L'hiver revint, avec sa morsure sèche, ses trottoirs figés sous la glace et ses nuits qui semblaient tomber dès l'après-midi. Le quartier, pourtant, n'était plus le même que l'année précédente. Autrefois, les habitants se repliaient sur eux-mêmes dès les premiers froids, pressés de retrouver la chaleur des appartements. Mais cette année-là, quelque chose les appelait dehors, quelque chose de plus fort que le froid. La voix d'Élise. Elle descendait toujours, enveloppée d'un manteau trop grand, le foulard serré autour de son cou, les joues rougies par le vent. Elle posait ses mains froides sur ses genoux, et dès qu'elle commençait à chanter, la rue changeait de visage. La neige pouvait tomber de rue, le vent pouvait fouetter les visages, rien n'empêchait la petite communauté de se rassembler autour d'elle. Certains venaient avec des thermos de thé, d'autres apportaient des couvertures pour les animaux, d'autres encore se chargeaient de tendre des bâches pour les protéger de la pluie glaciale. Le rituel, devenu collectif, ressemblait désormais à un refuge improvisé. Les animaux continuaient à venir, fidèles malgré le froid. Le vieux chien, plus fatigué que jamais, se laissait parfois porter jusque-là par 2 adolescents qui s'étaient attachés à lui. Il l'installait près d'Élise, et quand sa voix s'élevait, il fermait aussitôt les yeux, comme s'il retrouvait la chaleur d'une maison disparue depuis longtemps. Lumière, devenu un jeune chat robuste, s'installait sur ses genoux et frottait sa tête contre son manteau, comme pour lui donner du courage. Et dans ce froid coupant, la voix d'Élise prenait une résonance nouvelle. Elle était plus lente encore, plus grave, comme si elle voulait envelopper chacun d'eux, homme et bête, dans un manteau invisible. Les paroles importaient un peu. Ce qui comptait, c'était la douceur qui coulait de sa gorge, la lumière fragile qu'elle déposait sur cette rue glacée. Un soir, la neige tombait si fort que les lampadaires semblaient flotter dans un brouillard blanc. Les passants, surpris de voir un attroupement malgré le froid, s'approchèrent, et ce qu'ils virent les bouleversa. Une jeune fille chantant doucement, entourée d'animaux, et tout autour d'elle une dizaine de personnes silencieuses, partageant la chaleur de leurs regards, leurs couvertures, leurs mains tendues. L'un d'eux murmura, on dirait une crèche vivante. Et d'une certaine manière, c'était vrai, car il y avait dans cette scène la naissance perpétuelle d'une humanité que l'hiver n'avait pas réussi à étouffer. Les jours suivants, le cercle grandit encore. Des habitants que l'on croyait indifférents vinrent à leur tour. L'homme du 4e étage, que l'on disait bourru, descendit avec un grand carton rempli de croquettes. La femme qui vivait seule depuis la mort de son mari apporta des couvertures tricotées de ses mains. Même ceux qui n'avaient rien de matériel à offrir venaient, parce qu'ils savaient que leur simple présence ajoutait à la chaleur du groupe. Élise, au milieu de tout cela, restait humble.
Elle ne parlait presque pas. Elle chantait, et ses silences disaient autant que ses notes. Mais dans son cœur, elle sentait grandir une gratitude immense. Elle se souvenait du tout premier soir, seule, avec un chat tremblant. Et maintenant, elle voyait autour d'elle des dizaines de cœurs rassemblés. Elle comprenait que ce qu'elle avait semé dépassait ses propres forces, et elle en pleurait parfois en remontant l'escalier, lumière contre elle. Un soir de janvier, le vieux chien ne vint pas. On craignit le pire. 2 adolescents partirent le chercher et revinrent en le portant dans une couverture. Il respirait difficilement. Élise posa sa main sur sa tête et chanta plus doucement que jamais, comme une berceuse intime. Le chien leva les yeux vers elle, puis les ferma lentement. Le silence qui suivit fut lourd, mais pas douloureux. On aurait dit que tout le monde avait compris que ce départ-là, accompagné par sa voix, n'était pas une fin triste, mais une délivrance paisible. Ce soir-là, beaucoup pleurèrent. Mais personne ne regretta d'avoir été là, car même dans la mort, le rituel avait offert de la dignité, de la tendresse, et une preuve que personne, pas même un chien errant, ne devait partir seul. Après cela, le cercle sembla encore plus uni, comme si la perte de ce vieux compagnon avait soudé les cœurs. On parla de lui longtemps, on dit qu'il avait été l'un des premiers à croire en elle, qu'il avait trouvé une maison sans murs, faite de voix et de regards. Et chaque soir, quand Élise chantait, certains disaient qu'ils l'entendaient encore respirer doucement à ses pieds. Et l'hiver avançait, rude mais lumineux à sa manière. La rue, chaque soir, brillait non pas seulement des lampadaires, mais des visages éclairés par une chaleur intérieure. On venait moins pour la curiosité que pour le besoin, car chacun dans son quotidien portait une fatigue, une solitude, une peur. Et dans ce cercle autour d'Élise, ses fardeaux semblaient s'alléger. Un soir particulièrement froid, alors que le thermomètre affichait une température qui faisait hésiter même les plus courageux, une chose surprenante se produisit. Quand Élise sortit, elle trouva déjà une vingtaine de personnes rassemblées qui l'attendaient. Elles avaient installé des couvertures sur la marche, préparé des bougies et même une grande casserole de soupe fumante. Quand elle arriva, elles l'accueillirent comme si elle était la lumière même qu'elles attendaient. Élise eut du mal à retenir ses larmes. Elle s'assit, lumière sur ses genoux, et chanta. Et ce soir-là, plus que jamais, sa voix ne lui appartenait pas. Elle était le souffle de tous ceux qui croyaient encore à la beauté des gestes simples. Ainsi, au cœur du froid, au milieu de la neige et des nuits sans fin, le rituel d'Élise devint plus qu'une habitude. Il devint une certitude, celle que, tant qu'il y aurait une voix douce pour apaiser, un geste tendre pour réchauffer, une main tendue pour partager, il resterait un espoir, même dans l'hiver le plus dur. Et le quartier entier, qui autrefois se repliait sur lui-même, découvrit qu'il était capable d'être un refuge, non seulement pour les animaux errants, mais pour les hommes aussi.